Bonjour, mon nom est Dave Casey de la firme Zins, Beauchesne et Associés et aujourd'hui je vais vous parler de la priorisation des opportunités d'innovation. Et cette priorisation-là est souvent utilisée dans la gestion portefeuille ou également quand vient le temps de faire les choix en fait au niveau des projets d'innovation. Quand on parle en fait de priorisation, il faut positionner ça par rapport aux autres processus, mais également quand doit-on le faire. En fait, la priorisation va nous permettre vraiment de venir filtrer par rapport à un grand nombre d'opportunités. Fait qu'on cherche à retrouver ça beaucoup plus tôt dans le processus, dès qu'on a des informations dites à la fois préliminaires. Et par la suite, en cours de développement, quand une information vient se détailler un peu plus, on peut également vouloir faire une forme de priorisation. Souvent de fois, les gens vont appeler ça une gestion portefeuille. Les meilleurs, en fait, au niveau de l'innovation, partent en fait d'une quarantaine d'idées pour finalement tomber entre 4 à 6 idées qui vont rentrer au niveau de la recherche et développement pour finalement se retrouver au niveau commercial avec 1 à 2 innovations en fait qui pourraient prendre place sur le marché. Mais pour partir d'une quarantaine d'idées et descendre jusqu'à 1-2, l'aspect priorisation est primordial. Également, un défi que l'on retrouve, en fait, de la priorisation, c'est je priorise quoi et comment. En fait, le secret de la sauce, et si vous avez pu voir les vidéos sur au niveau de la gestion portefeuille, je vais parler de panier stratégique. En fait, les paniers stratégiques est un regroupement d'opportunités qui ont des éléments communs entre eux. Par exemple, si j'avais un manufacturier de meubles, je pourrais avoir par exemple des opportunités pour l'ameublement de salon, des opportunités pour l'ameublement de salle à manger, des opportunités pour d'ameublement de chambre. Et également, je pourrais avoir des opportunités pour des nouvelles textures et des opportunités de nouveaux mécanismes. Le secret dont je vous mentionnais, le fameux secret de la sauce, et qu'au niveau priorisation, quand on essaie de comparer des pommes avec des bananes, c'est là que les conflits de priorisation apparaissent. On cherche d'une première part vouloir créer ces paniers stratégiques et pouvoir venir comparer les projets entre eux et on peut voir, je vais vous parler un petit peu plus tard, avec les différents critères. Mais ce regroupement logique de projets est vraiment un élément, un atout qui permet de vraiment simplifier, de rendre beaucoup plus rapide et beaucoup plus cohérente la priorisation. Je vous réfère aux vidéos sur la gestion portefeuille, spécialement celui du modèle des paniers stratégiques, pour plus d'informations au niveau de cette stratégie. Quand on parle au niveau de priorisation, en fait, ce qu'on veut retrouver, c'est des projets de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, en termes de priorité. Certaines entreprises ont une approche qui veulent avoir qu'un seul numéro 1, un seul numéro 2, un seul numéro 3 et un seul numéro 4. Et cette approche-là est vraiment très bien. D'autres entreprises vont avoir une approche qui va avoir les priorités A, les priorités B et les priorités C. Les priorités A étant les projets les plus prioritaires pour l'organisation et ces projets-là ont toujours en fait priorité sur les B. C'est-à-dire que si je travaille par exemple au département d'informatique et je suis en train de travailler sur quelque chose qui fait partie d'un projet B et qu'on vient me demander quelque chose et la personne gère le projet A, bien, je dois mettre de côté ce que je fais sur le projet B pour travailler sur le projet A. Mais comment en arrive-t-on finalement pour définir qu'est-ce qu'est le A, le B et le C? Souvent de fois, les gens ou qu'est-ce que le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5, et c'est ce que je vais utiliser ici pour le reste du vidéo, on a besoin de pouvoir venir mettre un certain pointage. Et c'est une approche, en fait, cette approche-là, et c'est l'approche que je vais préconiser, est une approche multicritère. Et en fait, ce qu'il ne faut pas rechercher au niveau des opportunités, c'est rechercher ultimement la meilleure opportunité. C'est-à-dire de s'embarquer dans un débat, un grand débat pour savoir lequel est le meilleur projet. Ultimement, ce qu'on cherche à voir, c'est les meilleurs projets en haut et les moins bons projets en bas. Et de toute façon, les meilleurs projets, les 1, 2, 3 ou 4, 5, ils vont probablement tous être faits de toute façon. Fait que ça ne sert à rien de chercher quel est le meilleur des meilleurs. En fait, les méthodes de priorisation utilisées, en fait, il y a les méthodes financières. Les méthodes financières, on n'a qu'à penser au retour sur l'investissement, le délai de recouvrement, le taux de retour interne, qui sont des méthodes qui sont utilisées assez fréquemment. On a aussi l'approche qui est dite intuitive, ou j'appellerais même l'approche dite stratégique. Cette approche, c'est vraiment une approche de pouvoir, par différents outils qui ne sont pas nécessairement très analytiques, mais par exemple, l'utilisation de points rouges qu'on vient placer sur les opportunités qui, pour nous, nous sont plus intéressants. C'est une approche qui est satisfaisante dans certaines entreprises, à condition d'avoir des gens qui ont la connaissance et également qui se représentent d'un point de vue multifonctionnel l'organisation. Et cette approche-là, il ne faut pas nécessairement la sous-estimer parce qu'elle est très valide pour certaines organisations.
On a également l'approche de pondération multicritère. C'est d'avoir différents critères, c'est-à-dire par exemple des critères de marché, des critères opérationnels, des critères financiers, et venir associer des points à chacun de ces critères-là pour avoir un total. Et on peut avoir, par exemple, même des critères au niveau stratégique également, qui est souvent un critère, je dirais, un critère qui est tueur dans le choix de certaines opportunités. En fait, si on regarde d'un point de vue statistique, où en fait, il y a à peu près 40% des gens qui utilisent la méthode financière, il y a peut-être une trentaine de pourcents qui utilisent la méthode dite stratégique, et la méthode un peu plus multicritère, seulement 20%. Et malheureusement, c'est une des méthodes les plus efficaces, mais qui est sous-utilisée. Et il y a peut-être un 10% qui utilisent d'autres méthodes, incluant des méthodes qui sont un peu plus ésotériques. Pour vous donner un exemple de pondération multicritère, une approche que j'utilise assez fréquemment, c'est-à-dire on va avoir différents critères. Dans ce cas-ci, on a 5 critères qui touchent au niveau de l'aspect stratégique, les éléments de marché, les aspects de faisabilité technologique et également les aspects de rentabilité. Et on va chercher à leur mettre des points. Et les points, pour faciliter la décision, pour que ce soit beaucoup plus rapide, on va utiliser un pointage de 0, 4, 7 et 10. Et pour chacun de ces pointages, un petit tableau, comme montré à l'écran, vous permet finalement de pouvoir comprendre beaucoup plus facilement qu'est-ce qu'un avantage compétitif, qu'est-ce qu'un avantage compétitif de l'ordre de 7 sur 10 veut dire. Et on se retrouve avec un total sur 50. Et une façon de pouvoir plus rapidement pouvoir faire la pondération en fait multicritère, c'est d'une première part, en fait, il y a 3 petites étapes bien simples. D'une part, avant de pouvoir de commencer à pondérer chacun des opportunités, mais il y en a des fois qu'on appelle les essentiels. C'est-à-dire, c'est des projets qu'on est déjà engagés auprès d'un client et c'est des gens, peu importe le pointage qu'on va y retrouver, il faut le faire. Il y en a des fois qui, dans les priorisations, vont relancer les projets en cours pour pouvoir... et les projets qui sont particulièrement avancés font partie des essentiels aussi. Ce qu'on retrouve par la suite, il y a un autre 10-20% des projets que finalement sont sur le mur ou sont sur une liste, mais finalement ils ne sont pas intéressants. Et puis on peut dès le départ les enlever, puis de façon raisonnable, là, les gens peuvent facilement enlever une vingtaine de pourcents de. Et si j'avais une dizaine de pourcents au niveau des essentiels et j'avais une vingtaine de pourcents de projets qui n'étaient pas finalement qui n'étaient pas vraiment réalistes, finalement je viens déjà enlever 30% avant même de faire quelque pondération que ce soit. Et ça nous permet vraiment d'utiliser la pondération multicritère à partir de ce moment-là et déjà d'avoir sauvé à peu près le tiers du temps. Voici la fin de la présentation au niveau de la pondération et également l'utilisation de la priorisation. Comme je vous ai mentionné, on le réutilise souvent au niveau de la gestion de portefeuille ou lorsqu'on se retrouve avec un ensemble d'opportunités et qu'on doit faire des choix. Comme vous mentionnez, la pondération multicritère est une approche qui sait rallier les gens, qui est à la fois une approche rationnelle, mais quand même qui laisse parler un peu l'intuitif et qui peut être fait assez tôt dans le processus et également raffiné au cours qu'on a de l'information. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.